Ces nouvelles acrobaties numériques permirent à la science, aux mathématiques et à l'astronomie d'atteindre des sommets au Moyen-Orient et la troupe indienne fit un tabac dans tout le monde islamique. Mais sur l'autre rive de la Méditerranée, l'Europe chrétienne était toujours sous l'emprise de la vieille légion des nombreux romains. Et en bon romain, il n'allait pas céder la place aux petits nouveaux sans broncher. Un affrontement entre les deux systèmes était inévitable. Et son issue a façonné le destin du monde occidental. Le début de la fin pour les chiffres romains commença sur les rives de l'Afrique du Nord. Les marchands musulmans avaient rapidement adopté 1, 0 et compagnie pour leurs transactions commerciales. À la fin du XIIe siècle, les chiffres indiens étaient monnaie courante. Et c'est dans le port de Béjaïa que le jeune fils d'un diplomate italien en poste en Algérie fut témoin d'un spectacle époustouflant. Quand j'ai été initié à l'art des 9 symboles indiens, la connaissance de cet art m'a bien vite plus enchanté que tout autre. Et j'en suis venu à le comprendre. Ce jeune homme s'appelait Leonardo Fibonacci et il fut ensorcelé par le charme des chiffres indiens, à tel point qu'il décida, quand il serait grand, de les ramener avec lui en Italie. En 1202, Fibonacci écrivit un livre sur les calculs, intitulé Le livre des calculs. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Et son ouvrage était l'équivalent d'une brochure publicitaire pour les chiffres indiens. Mais Fibonacci n'était pas un théoricien enfermé dans sa tour d'ivoire. Une partie de son livre était consacrée spécifiquement aux marchands pour leur expliquer comment les chiffres indiens pouvaient leur être utiles pour calculer leurs bénéfices. D'accord, ça ne se lit pas comme un polar, mais n'oublions pas qu'à l'époque, le capitalisme commençait à s'imposer en Europe. Le livre de Fibonacci collait parfaitement à l'air du temps. Malheureusement, les gens de la rue se méfiaient des nouveaux nombres. Après tout, ils vivaient avec les anciens depuis pratiquement 1000 ans. Et les vieux Romains n'allaient pas accueillir les petits Indiens à bras ouverts. Et ce n'était pas juste une question de tradition. Monsieur Tout-le-Monde avait de bonnes raisons de préférer l'ancien système. Par exemple, de nombreuses cités italiennes médiévales possédaient leur propre monnaie. Donc, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville ou un nouveau décor, avec des figurants et des costumes différents, je dois aller sur le banc du changeur d'argent, ce qu'on appelait la banca. Une banca était une table à calculer, une sorte de boulier avec des jetons à la place des boules. L'homme assis sur le banc en question était un banquier. Et il devait prêter serment de ne pas escroquer ses clients. Précisons que si les magistrats découvrent qu'il me vole, ils viendront casser son banc. Sa banca sera rupta, à savoir brisée. Là, il sera déclaré banca rupta. C'est ce qui a donné le mot banqueroute. Bonjour, combien vous m'en donnez? Il fait ses comptes. Ce qui me rassure, c'est qu'il utilise des signes que je connais, des chiffres romains, bien sûr. Et il compte sur son abaque. Donc, je vois ce qu'il fait. Tout ça, très bien, merci beaucoup. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Et si j'allais plutôt voir l'un des petits malins qui utilisent les chiffres indiens dernier cri? Bonjour. Combien d'argent me donnez-vous pour ça? Voilà où ça coince. L'homme du Moyen-Âge n'a aucune idée de ce que le banquier écrit. Et ça ne lui inspire pas du tout confiance. Je le comprends un peu. Si ma banque à moi se mettait à tenir mes comptes en chinois, je trouverais ça louche aussi. Merci. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce résultat. Merci quand même. Cette méfiance s'est propagée jusqu'au sommet.
En 1299, la cité de Florence interdit même aux marchands d'utiliser les nouveaux chiffres pour leur compte. Les chiffres romains étaient obligatoires. Mais aucun nombre n'a été traité avec plus de suspicion que 0, le comparse de 1. Un auteur l'a même qualifié de signe qui crée de la confusion et des difficultés. Le mot pour 0 était cifra, qui donnera plus tard le mot français chiffre, et qui signifiait alors code secret. Mais les jours de l'ancien système étaient comptés. Je suppose que la coupable est la bonne vieille cupidité des hommes. Les traditionalistes qui s'accrochaient à la bac et aux chiffres romains n'avaient jamais eu à calculer les intérêts d'un prêt, car l'Église catholique considérait l'usure comme un péché. Puis vinrent la Réforme et les églises protestantes qui voyaient les affaires d'un œil moins soupçonneux. Ainsi, les vieilles objections chrétiennes contre le capitalisme perdirent du terrain. À mesure que le capitalisme a gagné en respectabilité, calculer les intérêts est devenu une activité indispensable pour tous les hommes d'affaires qui se respectaient. Et pour cela, même avec un abac, l'ancien système romain ne faisait pas le poids face aux chiffres indiens. Ainsi, des siècles après avoir été importés en Europe par Fibonacci, les fringants indiens avaient enfin évincé ces lourdeaux de Romains. Ils étaient rapides et polyvalents et avec 1 et 0 pour chef de bande, ces sacrés numéros excellaient dans le travail d'équipe. Les chiffres romains ne pouvaient pas lutter. Ils durent s'avouer banca rupta. Un et 0 avaient de grands projets d'avenir, mais sans leurs petits camarades.